Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous rappellera dans cette série d'émissions d'où nous sommes partis et que réserve l'avenir aux citoyens de notre grande ville. Aujourd'hui, on parle des égouts et de l'aqueduc dans nos municipalités, principalement à Chicoutimi, parce que il y a eu beaucoup d'activités au début, mais aussi dans le monde, ça a commencé comment? D'abord, tout ça, c'est une question d'hygiène. L'hygiène, ça affectait beaucoup parce que ce qui arrivait, c'est que les rues où on circule, nous, c'est pour circuler nos automobiles, le transport de marchandises, mais dans ce temps-là, les égouts étaient dans les rues. Il n'y avait pas non plus de collecte de déchets. Les services sanitaires, là, quand on avait besoin d'aller à la chambre de bain, c'était soit dans une cabane qui était située à proximité de la maison. Certaines maisons avaient ça dans leur sous-sol. Et les rues étaient comme ça remplies de détritus. Et ça faisait en sorte que ça sentait mauvais et les conditions d'hygiène, évidemment, n'étaient pas très bonnes. Ça fait pas longtemps qu'on a pris conscience de ça vraiment et qu'on a pris des moyens pour y arriver. Il a fallu qu'arrivent des événements, entre autres beaucoup de décès. Ça nous a fait prendre conscience du fait qu'on devait faire quelque chose, sinon on était en danger. Prenez ici, par exemple, près de l'hôtel de ville de Chicoutimi, on avait la rivière Aura qui passait entre l'hôtel de ville et la bibliothèque, exactement là où est située Place du Citoyen. Il y avait une rivière qui traversait la ville de Chicoutimi, ça s'appelait la rivière Aura, et les égouts étaient dedans. Tous les égouts étaient dedans. Plus que ça, je vais vous raconter que quand je me suis fait élire comme maire en 1997, ça m'a même étonné. Je pense qu'il y avait une certaine installation. Il n'y avait aucune installation pour les égouts. Tout allait directement dans le Saguenay. Il y avait au port 2 tuyaux d'à peu près 1 mètre de diamètre, là, des tuyaux comme ça, là. Et ces tuyaux-là, ça coulait à l'année, ça s'en allait directement dans le Saguenay. Direct, là, aucun traitement. Alors, vous pouvez vous imaginer que c'était pas très propre et ça fait pas longtemps. C'est quand je me suis fait élire comme maire. Alors, évidemment, il y avait, par exemple, des traitements pour l'eau qui étaient déjà en place pour pas qu'on tombe malade. C'est sûr, on était en 1997. Mais peu de temps après que je me sois fait élire comme maire, on a inauguré l'usine de traitement des eaux usées qui est dans le rang Saint-Martin. Il y en a plusieurs à Saguenay, mais celle-là, c'est gros, là. C'est Chicoutimi, puis c'est également Chicoutimi-Nord. Parce que les eaux usées de Chicoutimi-Nord, ça passe en dessous du pont de Sainte-Anne, c'est-à-dire le pont vert, là, l'ancien pont. Il y a un gros tuyau d'à peu près 1 mètre de diamètre. Vous regarderez, ce tuyau-là amène les égouts de Chicoutimi-Nord et c'est dirigé vers Rivière-du-Moulin. Puis si vous regardez ça, Rivière-du-Moulin, l'usine, elle est plus haute que le pont de Sainte-Anne. Donc, ça prend des stations de pompage. La plus grosse station de pompage, là, est en bas de la côte du Parasol. Si vous descendez la côte du Parasol, vous tournez à droite, là, au fond de la rue, il y a une station de pompage. C'est une espèce de grosse piscine, là. C'est énorme. Et puis là, on pompe les égouts de toute la ville dans l'usine de traitement des eaux usées. Seulement l'électricité pour cette station-là, ça coûte plus de 150 000 par année. Seulement l'électricité pour pomper les égouts dans l'usine de traitement. Et quand l'eau est traitée, on peut presque la boire. Nous disons que j'en boirais pas, là, mais ils nous disent que ce ne serait pas dangereux. Cette eau-là, ça en va directement après ça dans le Saguenay. Mais c'est vraiment traité. Il arrive des occasions où on ne peut pas fournir. Mettons qu'il y a un orage extraordinaire. Il y a des permis donnés par le ministère de l'Environnement, là. C'est partout pareil, parce que ce serait impossible de fournir. Mais ça, c'est très, très rare, mais ça arrive. Où il y a un orage extraordinaire, les tuyaux, ça se remplit partout, ça s'en va à l'usine et l'usine ne réussit pas à traiter toute l'eau qu'elle reçoit. À ce moment-là, il pourrait arriver qu'il y ait de l'eau moins bien traitée qui va dans le Saguenay, mais c'est très rare et ça ne se produit pas souvent. Alors, on prend conscience, là, entre 1800 et 1900. Ça, c'est le siècle là, où on prend conscience de ces problèmes-là. Il faut dire aussi qu'à partir de 1850, les villes
s'urbanise beaucoup. Pas les villes s'urbanisent, mais les territoires s'urbanisent. C'est que les gens quittent la campagne, s'en viennent dans les villes de plus en plus. Et là, ça devient encore plus compliqué parce qu'on peut s'imaginer que quand tu es un agriculteur, puis ton premier voisin est à 1 kilomètre, tu peux facilement t'organiser. Mais quand tu es en ville, puis ça prend de l'eau potable, imaginez-vous que tous ces déchets-là qu'on ne traitait pas, qui étaient situés partout dans les sous-sols de maisons, ça devait sentir bon, là, tous ces déchets-là pénétraient le sol et la nappe phréatique finissait par être atteinte. Et puis là, les gens tombaient malades. Le nombre de décès qu'on avait ici à Chicoutimi, là, c'est incroyable. Les jeunes qui décédaient en bas de 2 ans, des maladies causées par la qualité de l'eau. On n'avait pas toujours conscience, mais aujourd'hui, on a fait les statistiques, puis on a fait le calcul de ça, et il y en avait beaucoup. La première ville qui s'organise un système d'égouts et d'aqueducs organisé, c'est la ville de Philadelphie. Ça, c'est la première ville en Amérique du Nord qui s'installe comme il faut. Et Montréal s'installe comme il faut. Ce n'est pas comme aujourd'hui, mais quand même, on peut dire qu'elle a un système qui commence à être organisé en 1856. Alors, 1856, quand on sait que Montréal a été fondé en 1642, alors on peut se penser là, que ça fait 200 ans là, qu'ils n'ont aucun système. Ça fait 200 ans, il n'y a pas eu de collecte des déchets pendant 200 ans. Il n'y a pas eu, on ne s'est pas occupé des égouts pendant 200 ans, puis l'eau potable, on la prenait ce qu'on pouvait. Ça fait qu'il y avait des morts et c'était pas trop propre. Alors, c'est d'ailleurs les maladies puis tout ça qui ont donné origine à cette prise de conscience-là. Ici, nous, à Chicoutimi, on a eu un spécialiste qui est venu nous installer nos systèmes d'égouts. C'est un Français, il les installait un petit peu partout. Et c'est un monsieur Poussin, un Français, et ça s'est fait en 1895. Puis vois-tu, Montréal, 1856. Alors, quand Montréal s'est installé, Saguenay existait, parce que vous savez que la ville de Chicoutimi a été fondée en 1842. C'est 200 ans, presque jour pour jour, après la fondation de Montréal. Alors, Montréal est fondée, 200 ans plus tard, c'est la ville de Chicoutimi. Mais là, on est rendu au même niveau au point de vue sanitaire. Là, si on sait que Montréal est après s'organiser, bien, ça se dit. Et puis, quelques années plus tard, Chicoutimi, qui n'est pas vraiment urbanisé à ce moment-là, va commencer à s'y intéresser. Et à ce moment-là, ce sont les fonctionnaires, avec les moyens du bord, qui écoutent un peu parler puis qui essaient de s'installer. Mais on commence tranquillement à demander à des spécialistes de venir nous accompagner. Et c'est là que les ingénieurs arrivent dans le décor. Au tout début, il n'y avait pas d'ingénieurs, ou en tout cas, ceux-là qu'on appelait des ingénieurs, là, ils n'avaient même pas fini le secondaire. Mais il reste qu'avec le temps, les ingénieurs sont arrivés dans le décor et ont proposé des méthodes qui étaient plus efficaces. Parce qu'au tout début, quand on a installé le premier système d'eau, bien, ce qui est arrivé, c'est que l'hiver, il était gelé tout le temps. Et ils mettaient ça à peu près à 1 pied ou 2 dans la terre. Et savez-vous avec quoi ils faisaient ça? À Chicoutimi aussi, là. Ils prenaient un tronc d'arbre, ils faisaient un trou dans le milieu du tronc d'arbre. Il y en a à Pulperie, si vous allez voir. C'est des petits bouts d'à peu près 4 pieds. Alors, des petits bouts d'arbre de 4 pieds. Ils appelaient ça des pitounes quand il allait faire le bois, là. Hein? L'hiver, c'était toujours des petits bouts de 4 pieds. Et ils faisaient un trou dans le milieu. C'est comme un crayon plomb, là, si tu enlèves le plomb qu'il y a dans le milieu. Faisait un trou. Et puis, ces morceaux de bois-là, là, ça finissait un peu comme ça, puis c'était tout un dans l'autre, et ça renflait. Donc, c'était pas si bête, là. Ça faisait bien, sauf qu'ils ne mettaient pas assez profond. 2 pieds, c'est sûr que pendant l'hiver, c'était gelé tout le temps. On s'est tanné de ça. À un moment donné, le bois, c'était trop compliqué. On a décidé d'installer des tuyaux en plomb. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'un plombier. Hein? Quand on parle du plombier, c'était celui-là qui allait travailler les tuyaux de plomb. Alors, c'est vers 1890 là, que Chicoutimi commence à installer son système d'aqueduc un peu partout, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont morts par une maladie particulière qu'on appelle la diphtérie. Et cette maladie-là était causée par l'eau qui n'était pas de qualité. Alors, à Chicoutimi, il y en a eu beaucoup d'enfants qui sont morts. Puis ça arrivait surtout l'été. Écoutez, l'été, il n'y avait pas de frigidaire.
Hein, la frigidaire, l'hiver, tu pouvais mettre tes affaires dehors, ça n'allait pas pire. Le lait, n'importe quoi, mais l'été, ils laissaient le lait traîner sur le comptoir. Le lendemain, ils leur donnaient. Ce lait-là était corrompu et ça a provoqué beaucoup d'accidents. En 1895, là, on crée la commission, la Compagnie municipale des eaux. Et puis là, on a un maire qui s'appelle J.D. Gay. C'est une compagnie privée, ça. C'est pas la ville, hein. Il y a des compagnies privées qui s'installent puis qui installent des systèmes d'eau partout et qui facturent. Ça coûtait, si tu avais un robinet, ça coûtait 8 par année. Si tu avais un deuxième robinet, tu rajoutais 1 Si tu avais une écurie, parce qu'il n'y avait pas d'automobile, donc il y avait des écuries partout, c'était 4 par année pour utiliser l'eau. Puis tu n'avais pas le droit de le vendre à un voisin sous peine de pénalité. Et puis celui qui était président de la compagnie, c'était le maire. Ça n'aurait pas passé à la commission Charbonneau, ça. Mais il reste que c'était comme ça. Dans le temps, le maire, il était, en plus de ça, c'était l'éditeur du journal. Fait que le maire, on dit qu'aujourd'hui, le maire, il emmène large. Mais je pense qu'on n'a rien vu. Et puis pourtant, ça a permis, J.D. Gay, ça a été un maire extraordinaire qui a permis le développement de la ville d'une façon extraordinaire. Probablement qu'il y avait aussi, il n'était pas là seulement pour s'enrichir parce qu'il y a eu des périodes financières très difficiles, J.D. Gay. Je pense qu'il y avait une conscience sociale dans ces années-là qui était très, très présente aussi. Les gens étaient religieux, on ne pouvait pas voler, on fallait rendre service à notre prochain. Tu sais, ça jouait sur la conscience de plusieurs. Alors, là, on rend obligatoire le réseau d'aqueduc en 1918. Alors, on voit là, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a eu une guerre. Hein? Il y a eu une guerre, la guerre 14-18, et après la guerre, les choses ont changé. D'abord, après la guerre est arrivée la grippe espagnole. La grippe espagnole, on ne se souvient pas jusqu'à quel point ça a été dévastateur. Il y a eu 20 millions de morts. Je ne vous dis pas que la grippe espagnole origine des conditions de l'eau, par exemple. Hein? C'est assez, il y a beaucoup de discussions sur l'origine de la grippe espagnole. Une petite parenthèse, peut-être, j'aimerais vous dire qu'on dit des fois, si on l'appelle la grippe espagnole, ça doit être parce qu'elle vient d'Espagne. Mais non, c'est pas pour ça. C'est qu'en Espagne, à ce moment-là, il y avait la liberté de presse. Les gens pouvaient écrire ce qu'ils voulaient dans la presse. En tout cas, une certaine liberté qu'on n'avait pas dans d'autres pays. Et on a commencé à parler de la grippe espagnole en Espagne. Et on commençait à mettre ça dans les journaux. Et là, ça a fait le tour du monde. Et on a appelé ça la grippe espagnole parce que l'information a débuté en Espagne. Alors, ce n'est pas en Espagne que la maladie a débuté. C'est en Espagne que l'information a commencé. 20 millions de morts, dont plusieurs ici. Et moi, d'une façon particulière, c'est que ma grand-mère, qui demeurait, que je n'ai pas connue, évidemment, parce qu'elle est morte de la grippe espagnole en 1918, elle s'appelait Félixine Gérard. Moi, j'ai une petite... j'en fais souvent des parenthèses, mais j'aime ça. C'est que ma grand-mère, une Gérard, il était 5 sœurs Gérard. Il avait marié 5 frères Tremblay. Et c'était mon grand-père, était un des 5. Mon grand-père s'appelait Henri Tremblay. C'était un agriculteur de Saint-Méthode, au lac Saint-Jean, qui a été agriculteur jusqu'à ce que les terres soient baignées par l'Alcan, dans ce temps-là, 1926. Mais en 1918, il a perdu son épouse, Félixine Gérard, qui est décédée de la grippe espagnole alors qu'elle avait des petits-enfants tout petits. Même mon père, à ce moment-là, qui n'avait que 12 ans, est obligé de s'en aller aussi parce que dans ce temps-là, quand tu as une grande famille, mon père, lui, s'est retrouvé chez les pères trappistes. Alors, ça arrivait souvent. Il envoyait un jeune de 12 ans là. Mais disons que ce n'était pas sa vocation. Il n'est pas resté vraiment longtemps. Mais il y a quand même, j'ai une photo de lui. Il est chez les pères trappistes, un petit bonhomme de 13 ans à ce moment-là, qui est chez les pères trappistes parce que sa mère venait de décéder. Et puis quand mon père nous parlait de sa mère, les larmes aux yeux, en le sens que apparemment, ces Gérards-là, c'était des saintes femmes. Comme les mères de famille dans ces années-là, souvent on entend dire, il y avait des familles, imaginez-vous, quand tu avais 10-15 enfants, il fallait que la mère soit au travail. Alors, elle est donc décédée de la grippe espagnole. En 1932, là arrive le temps où on dit on va canaliser la rivière Aura. Là, c'est le maire Dubuc, J.A. Dubuc, propriétaire de la pulperie. Alors là, on dit la rivière Aura qui passait à côté de l'hôtel de ville, parce que l'hôtel de ville était là en 1932. D'ailleurs, c'est en même temps qu'on a construit l'hôtel de ville actuel, la même année. On canalise la rivière Aura et c'est le contracteur J. Euclide Perron
hein, qui est un contracteur qui existe encore. Et c'est lui-même, Géautelé de Perron, qui mène les travaux. Il a certainement été bon parce que la canalisation existe encore et elle est encore très bien faite et elle n'a jamais été réparée. Donc, les égouts, à ce moment-là, passent en dessous de la rue. Il y avait un pont à côté de l'hôtel de ville là, pour traverser cette rivière-là. Mais là, tout ça, c'est couvert avec... Ils ont pris la rivière, ils l'ont canalisée. Et là, les égouts ont continué de s'en aller dans le Saguenay jusqu'en 1997. Ça a duré longtemps. Quand je vous dis, moi, que quand je suis arrivé, il y avait 2 gros tuyaux de 1 mètre de diamètre qui arrivaient directement dans le Saguenay, des égouts pas traités du tout. Ils passaient par la rivière Aura. La rivière Aura, elle existe encore, on peut la voir là, hein, quand on va au parc Rosaire-Gauthier dans ce coin-là. Mais aujourd'hui, c'est une rivière qui est propre. Elle n'est pas tellement grosse, mais c'était quand même la rivière sur laquelle voyageaient la plupart des égouts de la ville. Au moins, ils ne gardaient pas ça chez eux, mais ça s'en allait dans le Saguenay. C'est certain que dans ces années-là, il y avait moins de produits chimiques, il y avait moins de monde, ça pouvait marcher. Mais en 97, imaginez-vous, hein, ces tuyaux-là, c'était 24 heures par jour toute l'année. Alors, là, après ça, bien, il faut installer nos usines. Ça prend des usines pour traiter l'eau. On s'aperçoit que prendre l'eau, on la prenait surtout dans la rivière Chicoutimi. Pour l'ancienne ville de Chicoutimi, je vous parle, là, il n'y avait même pas Chicoutimi-Nord là-dedans, là, c'était l'ancienne ville de Chicoutimi. Prendre l'eau directement de la rivière sans la traiter, ça n'avait pas de bon sens, ça ne pouvait pas marcher. Là, les spécialistes ont commencé à faire comprendre que cette eau-là, il fallait la purifier avant de l'envoyer dans les tuyaux. Il fallait que les tuyaux soient nettoyés. Alors, tout ça s'est organisé et on a une usine qui est encore en place, qui a failli partir par le déluge, j'ai passé un cheveu, qui est en bordure de la rivière Chicoutimi. On a 4 usines aussi de ce format-là qui sont un peu partout dans la ville. Et c'est de l'ouvrage. Il y a du personnel qui vérifie régulièrement la qualité de l'eau pour s'assurer que cette eau-là est parfaite pour s'en aller, qu'on en a assez. On a des grosses génératrices aussi, parce que si on manque d'électricité, là, on a besoin beaucoup d'électricité pour ça. Je recule un petit peu, là. Je veux vous reculer un petit peu dans les années parce qu'avant d'installer nos usines, il y a eu quand même des campagnes pour l'hygiène. On s'est aperçu que l'hygiène, c'était important, mais il fallait en faire la promotion. Quand j'étais jeune, on avait des cours d'hygiène. Ben oui, à l'école, on avait des cours d'hygiène. À l'élémentaire, tu étais tout petit. On te montrait comment te brosser les dents, comment te laver, comment la nourriture, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas. Et on avait à toutes les semaines des cours d'hygiène. C'était très agréable et ça faisait partie de l'éducation des jeunes parce qu'on n'avait pas appris ça avant. Puis il y avait, on peut se le dire, dans ces années-là, il y avait plus de personnes qui étaient malpropres. Il y en a qui n'avaient pas de bain puis des choses comme ça. On ne voit pas quelqu'un aujourd'hui dont l'odeur nous répugne. Là. On ne voit pas ça souvent. Mais dans ce temps-là, là, je me rappelle, là, quand on allait à la messe, là, il y en a des fois, il fallait changer de bain. Alors, on a créé des bureaux d'hygiène un peu partout, dans toutes les villes. Le premier, ça a été créé à Jonquière. Jonquière était avant-gardiste de ce côté-là. Alors, on a créé des bureaux d'hygiène, et puis après ça, c'est devenu l'unité sanitaire, avec le médecin, des infirmières. Il y avait des bureaux d'unité sanitaire un petit peu partout, et il y avait dans ça, c'est là qu'on allait se faire vacciner. Il y a eu des campagnes, des grandes campagnes. Je me rappelle contre la polio, puis tout ça, c'était des campagnes de vaccination. Et il y avait un médecin qui travaillait pour la ville, c'était le docteur Duhem, c'est un grand médecin. Lui, il travaillait pour la ville justement pour donner des conseils à la ville, pour permettre à la ville de s'organiser, pour que l'hygiène fasse partie de nos vies. Alors, on a comme ça, les journaux avaient aussi des parties consacrées à l'hygiène. On expliquait, parce que ce n'est pas tout le monde qui allait à l'école, on expliquait aux gens comment s'assurer qu'on n'aurait pas de maladie et que tous les aliments seraient bien nettoyés, parce que si tu nettoies des aliments avec de l'eau corrompue, ça ne va pas tellement bien. Il y avait même un camp à rang Saint-Jean-Baptiste, dans le rang Saint-Martin. Il y avait un camp qu'on appelait le camp Lessard. Les jeunes allaient là l'été et on leur donnait là une formation. On enseignait la condition physique et les conditions d'hygiène. C'était ça les 2 objectifs du camp Lessard. Alors, tu envoyais tes enfants là et c'était un camp d'été. Et c'était populaire. Vois-tu, pour eux autres, là, c'était vraiment quelque chose d'important. Il fallait s'en occuper. Et là, évidemment, ça a pris
les usines se sont construites un petit peu partout. Et ces usines-là, il faut les entretenir. Hein? Celle-là, par exemple, là, je vais vous parler d'une qui est importante, qu'on est après à réparer, qu'on va finir. Là. Vous savez, en bordure, la rivière aux sables à Jonquière. Si vous allez à Jonquière, vous allez voir la grosse usine près du... Vous savez, ils ont fait un petit pont d'aluminium sur la rivière aux sables. Là. Hein? Un petit pont qui est... Alors, juste à côté de ça, il y a le parc et il y a une grosse usine de traitement de l'eau. Cette usine-là, son temps était fait. Alors, comme son temps était fait, il fallait la refaire au complet et on a presque fini. Ça, c'est 20 millions de dollars. 20 millions. Hein, quand des fois, quand on dit, là, les budgets, c'est difficile à administrer, il faut que tu le trouves, ton 20 millions. Alors, on a presque complété le travail et c'est presque terminé. L'usine de Jonquière est finie. Là, après ça, on a des travaux à faire à celle d'Arvida. Il y en a une sur la rue Lassalle, Arvida. Ça, c'est la prochaine qu'il va falloir nettoyer. Il y a comme une piscine dehors, c'est de l'eau prête là, qui s'en va dans notre système d'aqueduc. Et là, l'eau, c'est surveillé, super surveillé. On n'entend jamais dire hein, qu'il y a eu des maladies à cause de ça. Dès qu'il y a un petit doute, hein, vous avez un avis de faire bouillir, parce que là, c'est parce qu'on a perdu le contrôle. Souvent, ce n'est pas l'usine. C'est que dans le système, bien, des fois, il y a un tuyau qui a cassé, puis il y a de la terre qui est entrée dedans, ou des choses comme ça, parce que les tuyaux sont régulièrement nettoyés, mais on n'a pas de chance à prendre. Et ce n'est pas seulement des règles de la municipalité. Le gouvernement est venu nous établir des règles. Il faut que ça soit traité partout. Les égouts, c'est autre chose. Il y a certaines villes qui envoient encore les égouts directement, par exemple, dans le Saguenay, mais c'est un peu partout pareil, parce qu'ils n'ont pas le moyen de construire des usines. Prenez, par exemple, je crois que c'est Sainte-Rose-du-Nord dont on a parlé dernièrement, puis on les comprend. Écoutez, Sainte-Rose-du-Nord, comparé à Saguenay, c'est rien. Puis il y en a sûrement qui ont des fosses septiques, donc c'est pas ça qui va polluer le Québec, là. Mais les règles sont quand même sévères. Le ministère a des exigences. Puis quand je vous dis que 20 millions pour l'usine de Jonquière, ce n'est pas nous autres qui a décidé que, bon, ben coudonc, ça mériterait d'être réparé. Tu présentes ça au ministère. Lui, non, il faut que ça soit ci, il faut que ça soit... Des fois, tu dis c'est exagéré un peu, là, parce que quand ils font des règles, des fois, ils exagèrent. Là, c'est beau d'en mettre, là. C'est pas parce qu'une chose est bonne que tu es obligé d'en mettre 2 fois plus. Mais c'est ça qu'ils font, ils en mettent 2 fois plus. L'usine de Jonquière, je peux vous dire que boire de l'eau là, il n'y aurait pas de trouble. Là. Puis l'eau qu'on a trouvée aussi, vous vous rappelez, hein, à la terrière, là, ça, on a sans réserve. Ça, c'est de l'eau super. On prétend que c'est ce qu'il y a de mieux. On l'en réserve, on a un plan, mais en temps et lieu, mais on a de l'eau de grande qualité. Donc, je vous parlais de celle-là d'Arvida, mais une place où il n'y a pas d'usine, il y a une partie de la ville où il n'y a pas d'usine, c'est à l'Abbé. Pourquoi? Parce qu'il y a une nappe phréatique, il y a de l'eau en dessous de la terre et c'est tellement de bonne qualité que cette eau-là n'a pas besoin de la traiter en usine. Il y a une petite affaire qu'on fait quand elle sort, mais pas plus que ça. Donc, les gens qui boivent de l'eau de l'Abbé, là, c'est direct ça. Ça ne passe pas par une usine. Il y a une autre place aussi, l'eau qui est à Chicoutimi-Nord. Cette eau-là part de notre usine qui est dans le parc industriel de Chicoutimi, là, en bordure de la rivière Chicoutimi, de la tuyauterie. Ça fait une longue tuyauterie, ça. Elle part, elle s'en va à Chicoutimi-Nord. Cette eau-là passe en dessous du pont Dubuc. En dessous du pont Dubuc, il y a un autre tuyau. Un gros, vous regarderez ça, un gros tuyau. Vous allez pouvoir le voir si vous allez près du pont Dubuc. Ce tuyau-là amène l'eau potable à Chicoutimi-Nord et dessert une bonne partie de Chicoutimi-Nord, mais pas le haut de Chicoutimi-Nord. Le haut, c'est le lac de l'Aqueduc. C'est un lac qui est situé sur le territoire de Saint-Honoré. Mais on a des ententes. C'est en bordure de Saguenay, mais c'est sur le territoire de Saint-Honoré. Et cette eau-là, c'est un vrai lac. Ce n'est pas une nappe phréatique, c'est un vrai lac. On l'a toujours bien clôturé, mais le ministère est venu nous dire « ça marche plus, ça marche plus. Un oiseau peut tomber, ça peut être corrompu, même si on l'a traité un peu. » Non. Là, il faut que vous la traitiez. Alors là, ce n'est pas une petite usine, ce n'est pas une grosse affaire, mais il y a quand même un traitement qui se fait quand ça sort de ce lac-là. Évidemment, les tests se faisaient, mais les tests se font encore de la même manière. Cette eau-là est traitée et elle est distribuée à Chicoutimi-Nord. Et dans les places plus éloignées, comme le lac Kenogami, là, on a des puits. C'est organisé partout. C'est grand, là, hein? Quand tu dis que tu as 1150 km de tuyaux d'aqueduc, c'est beaucoup. Et autant de tuyaux d'égout. Puis, ce n'est pas 1100 km en ligne droite. Si on avait 1100 km, tu pars d'ici, là, puis tu t'en vas
tu ferais un bon bout de chemin, là, tu irais loin aux États-Unis, 1100 km en ligne droite. Mais c'est tous des petits tuyaux qui tournent partout, puis des stations de pompage, parce que la ville est située dans des montagnes, surtout Chicoutimi. Et la baie aussi, Jonquière, moins pire. Mais il faut que tu pompes, il faut que tu pompes les égouts, il faut que tu pompes. Il y a des stations de pompage partout, puis ça brise, il faut que ça soit vérifié. Il y a plus de 150 employés qui font le tour, qui vérifient tout ça, notre système d'égout, notre système d'eau, pour pas qu'il y ait de problème. À date, ça va très bien. On n'a pas eu de problème avec la qualité de l'eau. Puis je ne pense pas qu'on en ait, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus important. S'il fallait tomber malade parce que l'eau n'est pas bonne, c'est ce qu'il y a de plus important. Soyez vigilants quand vous entendez une nouvelle vous demandant de vous assurer que l'eau a besoin la faire bouillir, là, parce que c'est sérieux, ces affaires-là. Donc, on voit qu'on a encore beaucoup de travail, mais c'est important dans une ville. C'est fondamental. C'est le genre de réunion qu'on a souvent à la ville, dont on ne vous parle pas, évidemment, mais je peux vous dire que je passe beaucoup de temps dans ça pour s'assurer que nos équipements sont en bonne forme, qu'on n'a pas de problème, parce qu'il y en a des problèmes, pas des problèmes qui vont mettre votre vie en danger, mais des fois, on apprend des nouvelles qu'on n'aime pas, que le personnel est qualifié. C'est comme n'importe où, ça. Il y a du personnel, il y en a des fois un ou deux qui ça laisse à désirer. Ils n'ont pas pris les tests au bon moment. Comment on doit s'assurer que ça se fait? S'il y a eu une tempête de neige, tout le monde est occupé partout. Est-ce qu'on s'occupe quand même de l'eau potable? Est-ce que ça va bien? Il y a aussi des fissures qui se produisent pendant l'hiver. Pendant que ça se produit, là, un bris d'eau en quelque part, est-ce qu'entre-temps, les citoyens sont bien servis? Ça, c'est le travail fondamental d'un maire, là, dans le fond. S'assurer que l'eau et les égouts, ça fonctionne bien et que nos équipements ne seront pas à refaire puis payer des millions dans quelques années. Quand on vous dit qu'on a payé 20 millions pour Jonquière dernièrement, bien, il y a d'autres usines qui s'en viennent où il va falloir aussi faire du renouvellement. Il faut avoir des équipements en eau par en aqueduc qui sont toujours à la fine pointe. Alors, partout dans la ville. Et ça coûte cher, ces équipements-là. Quand tu viens pour aller en soumission, là, tu t'aperçois que ça coûte cher. Mais il n'y a pas de prix, ça passe avant tout. Je dirais que ça passe même avant. J'ai beaucoup de préoccupations pour l'asphaltage de ce temps-ci, là, mais je dois dire que l'eau et l'aqueduc, ça passe même avant. On s'en rend plus compte parce qu'on l'a pas, l'eau potable. On ne pense pas à ça, mais il reste que c'est important. Puis si on n'y voit pas tout le temps, ça peut se détériorer. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous reviens la semaine prochaine avec une autre émission. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission, faire des suggestions, poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.